merci beaucoup. Je pense que c'est mieux pour nous, mais pour vous aussi, de faire une présentation un peu interactive. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je demande surtout un volontaire. J'ai besoin de quelqu'un qui aime bien, quand il est au pub avec les amis, détruire le petit carré en papier sous le verre. Ah, il y en a. Parfait. J'ai besoin que pendant le premier slide de ma présentation, voir la destruction de ces petits chips en polystyrène, si possible. C'est une question un peu bizarre, mais vous comprendrez après. Alors, on va commencer la présentation par qu'est-ce que c'est un plastique? Qu'est-ce que c'est le plastique? Vous n'êtes pas chanceux, parce qu'en fait, vous êtes en présence de deux Italiennes, mais surtout deux chimistes. Et du coup, notre définition commence par de la chimie. Alors, un plastique, c'est un polymère. Un polymère, c'est une molécule large, une très grande molécule, qui est composée de plusieurs unités répétées. C'est comme un collier fait de perles, comme un collier de ce type-là. Et les perles peuvent être différentes. Par exemple, on peut avoir une perle verte qui peut être du polystyrène, avec une unité styrène qui se répète, ou encore une perle du polyéthylène, une perle de polypropylène, une perle de polyéthylène terephthalate ou de PVC. PVC, c'est polyvinylchlorure. Il faut savoir que le polymère peut être naturel ou synthétique. Les polymères naturels, on peut avoir par exemple l'ADN, on peut avoir les protéines, l'amidon. Les protéines, par exemple, sont des polymères d'acides aminés, ou synthétiques, comme par exemple le plastique. Et quelle est la différence fondamentale entre les polymères naturels et les polymères synthétiques? C'est le fait que nous et les autres organismes de la Terre, on produit des enzymes qui sont capables de casser le collier de perles des polymères naturels. Mais on n'a aucun enzyme qui est capable de casser le collier des polymères synthétiques. Et pour cette motivation, c'est bien, pour cette motivation, on dit que les plastiques ne sont pas dégradables, ne sont pas biodégradables. Okay? On peut avoir des polymères qui sont composés de perles toutes de la même façon, par exemple le polystyrène, ou encore le polyéthylène terephthalate dont est fait cette bouteille. Mais on peut aussi avoir des polymères qui alternent des différentes unités, avoir un collier de perles avec des perles rouges et des perles blanches. Et ça, c'est un copolymère, comme par exemple le nylon. Voilà. Et du coup, le plastique est composé de ces chaînes de polymères, avec beaucoup de perles, entre 1000 et 10 000 monomères, 1000 et 10 000 perles. Et la dimension, c'est jusqu'à quelques nanomètres. Mais si on observe une chaîne de polymères, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas détendue comme un collier détendu, mais elle est plutôt enroulée. Si on observe le plastique au microscope, ça se présente plutôt comme un plat de spaghettis. Okay. Bien sûr, la longueur de cette chaîne et les branchements entre les chaînes nous donnent les propriétés physiques du polymère. Et du coup, fait ici que le polymère, par exemple, ici c'est du polyéthylène, c'est extrêmement flexible et élastique, mais ça aussi, le bouchon, c'est du polyéthylène. Et ce n'est pas du tout flexible. Parce que la structure, pas du monomère, pas de la perle, mais la structure de la chaîne est différente. Ici, je vous ai rapporté une échelle, parce que parfois c'est difficile de visualiser qu'est-ce que c'est un nanomètre, qu'est-ce que c'est un micromètre. Alors, on parle de microplastique, Monica donnera la définition juste après. Quand on a des plastiques qui sont de la taille de la pointe d'un crayon, du coup millimètre, jusqu'à la taille d'un bactérie. Un bactérie, c'est un micromètre, c'est quelque chose d'extrêmement petit. Alors qu'on parle de nanoplastique pour les choses encore plus petites, qui ont plus ou moins la taille d'un virus ou d'un anticorps. On va dans l'infiniment petit, mais on n'est pas petit comme l'atome, parce que, bien sûr, les polymères sont constitués d'atomes accrochés l'une à l'autre. En fait,
si on se regarde autour, on va retrouver beaucoup de choses qui sont faites en plastique. Ça, en fait, on a une production de plastique dans le monde qui c'est énorme. Et par exemple, dans le 2016, ils ont produit plus que 330 millions de tonnes de plastique dans le monde. Et en fait, ces quantités, elles vont augmenter chaque année. Si on regarde les données qu'on a, chaque année, cette quantité, il augmente. Et c'est énorme. Et juste pour en fait, il faut considérer deux choses quand on parle de production de plastique. Et on peut le regarder en regardant combien des tonnes ils sont produits, comme ça le poids qui est produit, ou le volume, parce qu'en général, les plastiques, ils ne sont pas très lourds en fait. Et pour faire des tonnes, il faut un volume de plastique qui c'est très grand. Comme ça, en fait, si on regarde un peu les données qu'on a pour le 2016, on a que, si on regarde pour le poids, on a que 330 millions de tonnes de plastique. Ça correspond à peu près à 33 000 Tours Eiffel chaque année. Et cette quantité, il augmente. Il faut penser aussi à ça. Et l'année prochaine, il va être plus que ça. Et si on regarde les volumes, aussi les volumes, en fait, c'est énorme parce qu'on a dans le 2015, ils ont produit dans le monde à peu près 320 billions de litres. Ça, c'est un demi-litre. Et en fait, ça va correspondre à peu près à 125 pyramides de Giza. Et ça, en fait, vous pouvez bien voir, c'est quelle est la taille de la pyramide et d'une personne. Et ça, c'est fois 125 chaque année. Et ça, c'est énorme. En fait, si on regarde un peu, c'est qui produit tous ces plastiques dans le monde? La majorité du plastique qui s'est produit, en fait, c'était en Asie. C'est à peu près les 50%, il est produit en Asie. Et la majorité, c'est en Chine, qui c'est à peu près le 30% de la production mondiale de plastique. Mais en fait, il faut aussi bien tenir en tête qu'en Europe, on a quand même une production qui est très élevée. Parce que si on considère en fait la taille de la Chine et la taille de l'Europe, ben, là en Europe, on a à peu près 19% de la production de plastique qui s'est fait ici en Europe. Mais pourquoi on produit ce plastique? Qu'est-ce qu'on fait avec le plastique qu'on a produit? Il y a plusieurs en fait, utilisations pour la plastique. On s'est dit, si on se regarde autour, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose qui est fait de plastique parce qu'en fait, des fois, il est très utile. Ce sont des matériaux qui ils peuvent être utilisés pour différentes raisons. En fait, la première, ça couvre à peu près le 40% de la production de plastique, c'est pour l'emballage. C'est toutes les choses pour, par exemple, l'emballage des choses qu'on trouve au supermarché, c'est fait de plastique. Après, une autre partie qui c'est très important, qui est à peu près c'est le 20% de la production de plastique, c'est pour en fait, pour les constructions et pour les bâtiments. Par exemple, il faut penser pour l'isolation. Ça, c'est souvent de plastique. Et après, on a pas mal quand même de plastique aussi dans l'industrie de l'automobile. C'est utilisé beaucoup. Si vous regardez à l'intérieur de votre voiture, il y a beaucoup de choses qui sont en plastique. Après, bon, on a toute la partie électronique de loisirs, ou par exemple, une petite partie aussi pour l'agriculture, par exemple pour le support des plantes, c'est quand même aussi souvent de plastique. Et après, on a tout un ensemble d'autres possibilités pour utiliser les plastiques. Il y a par exemple souvent les matériaux pour les instruments utilisés pour la santé. Ça, souvent, ils contiennent pas mal de plastique. Bon, des fois, c'est nécessaire. C'est pas que toutes les choses-là sont mauvaises, il faut l'éliminer. Mais en fait, la chose plutôt qu'il faudra faire, c'est en fait après, on va traiter les déchets de plastique. Mais on s'est dit tout au début qu'en fait, on avait
différents types de plastique. Si on dit plastique, bon, ça peut être à peu près n'importe quoi, en fait. Et le polymère, la plastique qui s'est produit plus en général, c'est les polypropylènes. Et celui-là, en fait, c'est pour les packaging, c'est souvent utilisé pour ça. Mais il faut aussi bien regarder. Ouais. Oui, on a des exemples là. Ouais. Mais en fait, une chose qu'il faut tenir considérer, c'est le polyéthylène. Parce qu'en fait, on a deux types de polyéthylène. Et c'est un polyéthylène qui c'est low density, ça veut dire qu'il a une densité faible. Et c'est là, il est utilisé par exemple pour des sachets qui sont réutilisables. Et c'est comme ça, c'est plutôt flexible. Mais après, on a le polyéthylène qui c'est d'une densité moyenne ou haute. Et dans ces cas-là, c'est plus dur. Et en fait, ça va former par exemple la bouteille de shampoo ou la bouteille de lait. Et ils sont dans cette matériau-là. Et là, c'était le bouchon, par exemple. Et après, on a une autre série d'autres polymères. Et en général, bon, c'est le polyéthylène et le polypropylène qui sont utilisés beaucoup pour plusieurs choses. Et souvent, pour les autres polymères, en fait, on a des utilisations qui sont plus spécifiques. Et comme ça, elles ne sont pas produites beaucoup, mais un peu moins. Mais comme j'avais dit avant, en fait, la chose très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets. Parce que si on produit beaucoup de plastique, c'est normal qu'on va produire beaucoup de déchets de plastique. Ça, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. La chose qu'on peut faire, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces déchets. En général, par exemple, en Europe, dans le 2016, on a produit à peu près 27 millions de tonnes de plastique de déchets. Ça, ils ont été collectés. Après, on peut faire trois choses avec ces déchets. On peut faire du recyclage. Il peut aller à la déchetterie. Il reste juste là, c'est pas idéal. Ou en fait, il peut être utilisé pour produire de l'énergie. En fait, pour produire de l'énergie, la chose qu'elles font, c'est juste brûler le plastique. Et ici, vous pouvez voir sur la carte, c'est pour chaque pays d'Europe, combien ils ont recyclé la plastique, en fait. Et en Italie, c'est pas mal, on a à peu près entre 40 et 45% de recyclage de plastique. Mais la France et la Finlande, c'est un peu moins, c'est à peu près moins de 30%. Mais il faut bien tenir en tête que ces numéros, ça dépend beaucoup de la stratégie du pays. Parce que souvent, il y a beaucoup de pays qui préfèrent de produire de l'énergie du plastique plutôt que faire de recyclage. C'est vraiment, bon, ça dépend des personnes s'ils font au moins de recyclage, mais souvent, ça dépend vraiment de la politique du pays, qu'est-ce qu'elle choisit de faire. S'il préfère faire du recyclage ou s'il pense qu'il va gagner plus à produire de l'énergie à partir du déchet de plastique. Mais le déchet de plastique recyclé ou bien utilisé pour l'énergie, pour faire du chauffage, les conséquences sont les mêmes ou pas en fait? Quand on fait ce choix, ça dépend de quoi le choix? C'est un choix plutôt économique. Yeah. C'est surtout économique, c'est pas vraiment sur l'environnement. D'accord. Après, pour brûler les plastiques, en fait, il y a pas vraiment différentes façons, mais il y a des choses qui sont faites un peu mieux et sont bien contrôlées toutes les émissions. Il y a par exemple il y a 30 ans avant, c'était pas si bien, on n'avait pas si tant d'énergie et on pouvait plus si on brûle les plastiques. Maintenant, c'est beaucoup mieux, on va dire. Mais de toute façon, la raison pour laquelle ils choisissent de faire du recyclage ou brûler les plastiques, c'est économique. C'est pas vraiment lié à... Oui, ils vont pas très considérer ça. En fait, une fois qu'ils vont choisir
ok, on va brûler. Après, ils vont montrer combien d'énergie ils vont produire, c'est super, des trucs comme ça. Et s'ils vont choisir en fait la voie du recyclage, ils vont plus pousser sur le fait que c'est pas bien de brûler les plastiques et en fait c'est mieux de le réutiliser, de recycler ça. En fait, après, on peut vendre la chose de façon différente. En fait, s'ils le recyclent, il faudrait montrer qu'ils produisent moins de tonnes de plastique nouveau, entre guillemets. Oui. Il faudrait accompagner les données. Oui, bien sûr, mais après, il y a aussi une autre chose à considérer. Brûler les plastiques, ça produit du CO2, en tout cas. Du coup, c'est toujours beaucoup moins, d'un point de vue environnemental, bon par rapport au recyclage. Mais il faut de l'énergie pour recycler aussi. Donc, au final, Il faut de l'énergie pour recycler. Suivant les plastiques, c'est pas forcément si gagnant-gagnant. En fait. Il y a plein de plastiques qui sont pas rentables. Ça dépend beaucoup du type de plastique en fait, parce qu'il y a certains plastiques qu'on peut bien les recycler presque au 100%, et c'est pas mal ça, mais il y a des autres qu'on ne peut pas recycler plusieurs fois, ou on ne peut pas les utiliser pour des choses spécifiques. Ça dépend aussi de quel type de plastique on veut recycler aussi. Ça c'est... Et par rapport au plastique que nous, on utilise le plus, puisque vous nous montriez juste avant ce qu'on utilisait le plus dans notre vie courante, j'allais dire, c'était le PE, c'est ça? Polyéthylène, le plastique et de plus ou moins une grande densité. Est-ce que ça, c'est un plastique qui se recycle bien, ou est-ce que c'est un plastique qui est mieux, entre guillemets, à brûler Le low density, il se recycle pas bien. Et en fait, normalement, c'est conseillé de le jeter dans les déchets normaux, pas triés, alors que le high density se recycle bien. Est-ce que je suis en train de détruire? Ça se recycle comment? Ça, on le verra après. J'y mets du cœur. C'est bien, c'est bien. Et en fait, l'autre chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est un peu la taille des plastiques. Ah ouais, je sais pas, j'ai sauté cette partie. Désolée. En fait, ça, c'est pour la partie qu'on récupère. C'est les déchets qu'on récupère. Mais il y a une grosse partie, en fait, des déchets qui ne sont pas récupérés. C'est à peu près entre les 25 et les 28% du plastique qui s'est fait, qui ne sont pas vraiment après réutilisés, recyclés ou collectés pour être jetés. Et cela, en fait, sont les choses qui vont terminer dans l'environnement. Et après, on les a sur les sols, dans la rue ou dans la mer. Après, on verra aussi dans l'atmosphère. Mais en général, le premier endroit où tous les plastiques ne sont pas vraiment bien collectés, ils vont terminer dans les sols ou dans l'eau, les surfaces. And how is it different, this landfill, from the... In English, it's okay. Comment c'est différent landfill par rapport à lens? Landfill, c'est la décharge. Ça veut dire que c'est un endroit où tous les déchets sont stockés après recouverts de terre. C'est pas non plus... C'est non plus... Oui, c'est pas bien, c'est juste en fait l'effet que là, c'est contrôlé, on va dire. Et là, c'est quand tu fais le pique-nique, tu jettes la plastique et reste là. C'est ça la différence. Mais à la fin, ouais, c'est pas non plus écologique. Ouais. Ouais. Une fois qu'ils sont dans l'environnement, en fait, on peut avoir des plastiques qui sont des tailles différentes. La chose plus évidente que nous, on a bien dans la tête est quelque chose comme ça. Les macroplastiques, un truc comme ça, c'est un macroplastique, c'est plutôt gros. Et c'est la chose qu'on imagine quand on imagine la pollution due au plastique. Après, en fait, ces plastiques elles peuvent aussi être des tailles plus petites. On a quelque chose entre 1 mm et 1 cm. Ils sont petites, mais on peut bien les voir quand même. Après, on commence la taille où on ne peut pas vraiment le voir. On peut à peu près voir les gros microplastiques si on le regarde bien, mais quand même c'est un peu difficile.
Mais après, par exemple, les nanoplastiques, qui arrivent dans une dimension des nanos, c'est impossible à les voir à l'œil nu. Et en fait, on va surtout parler ici des microplastiques et nanoplastiques. Ça veut dire c'est quel l'impact des microplastiques et nanoplastiques qu'en théorie on ne voit pas autour de nous, mais en fait ils sont là. Et ces microplastiques, en fait, ils peuvent être produits dans l'environnement, mais ils peuvent être aussi relargués par des produits qu'on utilise au quotidien. Par exemple, les produits pour l'hygiène personnelle contiennent des microplastiques. Par exemple, tous les scrubs pour la peau ont des petites billes. Ces billes, souvent, c'est des plastiques. Maintenant, ils ont été interdits. Merci. Mais il y a encore dans le commerce certains produits qui ont des microplastiques de ce type. Pareil pour la pâte dentifrice et pareil aussi pour le maquillage. Ici, c'est une palette qui est très connue par les femmes, j'imagine, et qui contient par exemple du nylon 12, que c'est un polymère. En plus, on a découvert aujourd'hui, c'est une étude qui est sortie cette semaine. Est-ce que vous connaissez cette petite tea bag? C'est magnifique, hein? C'est bon le thé ici. Bah, c'est un beau cocktail aussi de microplastiques parce que l'infusion de cette tea bag dans une tasse d'eau à 95 degrés pendant 5 minutes relargue 11 milliards de microplastiques. Exactement. Et les nanoplastiques, ils ne les ont pas quantifiés, mais c'est possible qu'ils soient plus. C'est une petite tea bag. Okay. C'est une étude récente de la semaine qui est sortie sur Environmental Science and Technology et on tenait à vous parler de ça parce que c'est intéressant. Bien sûr, on peut avoir aussi, on parle des particules plastiques primaires, on peut avoir aussi tout ce qui est fibres de nylon, par exemple, qui sont relâchées par les vêtements pendant le lavage et qui vont finir dans les eaux de rejet et ensuite dans la mer. Du coup, on a aussi cette partie de plastique. Mais on peut avoir aussi des microplastiques d'une autre origine, parce que votre bouteille ou votre gobelet qui est relâché dans la nature, il va à un moment se dégrader, il va se casser en petits morceaux. Il va passer de macroplastiques à mésoplastique, et après, il va passer encore à microplastique, et ensuite à nanoplastique. Et du coup, les déchets qui sont laissés dans l'environnement vont donner aussi des microplastiques. Bien sûr, avec ces microplastiques présents dans l'environnement, la conscience de la quantité de microplastiques qu'on a plus ou moins partout, il y a des questions qui se posent. Surtout, quel est leur impact sur l'écosystème? Quelle est l'interaction entre les plastiques et les environnements qui sont autour? Et est-ce qu'il y a un effet avec la taille de ces microplastiques? Et surtout, est-ce qu'il y a une toxicité associée à ces microplastiques et nanoplastiques? Et c'est un peu ici qui commence notre voyage dans les plastiques. Je suis désolée, on est à la slide 11 et on est qu'au sommaire. Mais on a déjà vu qu'est-ce que c'est un plastique. On va voir où on trouve les microplastiques, combien il y en a, où on les cherche aussi. Et surtout, quel est leur temps de vie et quel est le travail qu'on a fait, moi et Monica, sur leur réactivité et sur leur identification. Et ouais, en fait, on a, je pense, souvent vu des images comme ça. Des images comme ça où on a des plastiques partout. En fait, je dois dire, souvent, les gens pensent que ça, c'est l'eau de la mer, mais c'est pas vrai. En général, des photos comme ça sont des photos des rivières. La majorité du plastique qui arrive vers l'océan, il vient vers les rivières. Et ces rivières, c'est très gros. En général, il va jeter dans la mer beaucoup de plastique. En général, il rentre dans l'océan à peu près un camion de plastique chaque minute. C'est ça, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et c'est à peu près entre 5 et 12 millions de tonnes de plastique. Mais bon, maintenant que je suis en train de parler, il y a un camion de plastique qui est jeté dans la mer. Et la majorité, ça vient dans les rivières, en fait.
Et on a trouvé cette plastique et en général les microplastiques vraiment partout. On est surtout nous intéressés sur la partie air et eau, sur les surfaces. Comme ça, on focalise notre attention ici. Mais en général, ils ont été retrouvés, mais ça va, ça c'est intelligent, C'est pas grave. dans la surface des océans. Et aussi, ils ont été trouvés par exemple en Arctique, dans la glace en Arctique, sur la surface de l'océan, mais aussi dans toute la profondeur de la colonne d'eau, du coup aussi dans la mer profonde, dans les sédiments. Et aussi, il y a des études de 2019, du coup, des études extrêmement récentes sur les plastiques dans la neige, sur les algues, dans la neige dans l'Arctique, et une étude française qui m'a beaucoup frappée parce que c'est fait sur un environnement pristine, un environnement propre, sur les Pyrénées français, où il y a les plastiques dans l'aérosol qu'on respire. Pratiquement, nous, on respire de l'air avec des particules de plastique dedans. Et c'est fantastique de trouver ça dans les Pyrénées. Alors, les plastiques se trouvent aussi dans la mer. On a dit qu'on va se focaliser plutôt sur les environnements aquatiques et sur l'air. Parce que nous, on est plus sur ces thématiques. On ne traite pas tous les sols. Alors, les plastiques dans la mer, on a dit, arrivent par les océans, mais grâce au courant dans l'océan, ils vont se concentrer dans certains lieux. Et on appelle ça des large garbage patches. Ça veut dire des îles de plastique. On peut voir ici une grosse île au Pacifique qui est extrêmement connue. Le 7e continent, mais si on va regarder le continent, qu'est-ce que vous imaginez? Vous imaginez une montagne de plastique, j'imagine. Absolument pas. Si on va regarder, c'est exactement comme ça. Il faut regarder plus dans les détails. Parce que c'est une plastique sous forme de microplastique. Ça veut dire que si on regarde attentivement l'eau dans cette île de plastique, dans ce 7e continent, on voit des toutes petites particules qui flottent et que ce sont des microplastiques. Combien il y en a? Pardon, excusez-moi. Mais ça veut dire parce que justement, les photos de tonnes de plastique qu'on voit. C'est dans les rivières. C'est que des rivières. Donc à Si, chaque c'est fois, que c'est des entre rivières, guillemets c'est des ça. photos. D'accord. C'est ça. Parce qu'on a plein même de vidéos a priori, de plongeurs qui sont allés dans la mer. Et Il y a quelquefois, quand il y a la rivière qui arrive dans la mer, il peut y avoir une accumulation de macroplastiques. Mais quand on voit les vidéos émergence, etc., c'est tourné dans des lieux spécifiques. Par exemple, à la fin du fleuve jaune en Chine, là, c'est vraiment extrêmement pollué par le plastique. En fait, les régions à la sortie de la rivière, ils sont connus comme des hotspots parce que là, en fait, il y a une accumulation de plastique, des gros morceaux de plastique, des macroplastiques. Et c'est là surtout qu'on peut voir ces vidéos. Mais si on a vraiment... Parce qu'en fait, la chose qu'on s'était dit, ça c'est grand comme un continent. Mais on ne le voit pas dans l'espace. On ne voit rien. On voit bleu. Et on voit tout bleu parce que c'est ça. C'est fait de très très petites. Une fois que la plastique il arrive dans la rivière à l'océan, c'est devenu plastique. C'est sûr qu'il y aura aussi des macroplastiques aussi, mais ce n'est pas l'île des plastiques là. Comment on délimite alors ce 7e continent par rapport à la densité du plastique Par rapport à la concentration. Oui. Combien de plastique? Oui, en fait, là, si vous voyez, il a les deux couleurs. Un couleur qui c'est plus rouge, concentré, ouais. Et les autres, c'est moins concentré. C'est comme ça qu'ils ont défini cette zone. Les zones. C'est ça, et c'est en fait aussi par rapport à les courants, parce qu'ils sont par rapport à les courants, c'est où qu'ils s'accumule la plastique. Combien de plastique on a? Et on a beaucoup, ça c'est juste pour les microplastiques. En fait, on a mesuré les microplastiques dans différents endroits dans le monde. Et juste pour avoir une idée, parce que c'est les plus proches de nous, c'est dans les Méditerranées. En fait, on a 1 million de plastiques par mètre cube. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un microplastique par millilitre.
Un millilitre, c'est à peu près comme ça, c'est pas beaucoup. Et dans un endroit comme ça d'eau de Méditerranée, on a un plastique. Ça veut dire que bon, quand on va à la plage, bon, il y a quand même pas mal de plastique autour de nous. Après, il y a aussi des endroits où on n'a presque pas, parce qu'on a fait des mesures dans des autres endroits et on a qu'un ou deux plastiques par mètre cube. Ça veut dire presque rien. Ça varie beaucoup dans la région et en fait, en partie aussi comme ils ont échantillonné les microplastiques. Mais c'est ça juste pour les micros. Après, si on y va à parler des nanos, on ne sait presque rien. En fait, c'était sorti à peu près il y a un an, un article où ils ont montré qu'il y a des nanoplastiques dans l'océan, mais c'est à peu près l'unique article scientifique qui reporte ça, parce qu'ils n'ont pas vraiment des techniques pour analyser les nanoplastiques dans l'environnement. Pas encore. On est en train de développer une méthode. Et en fait, la chose aussi importante, c'est de penser qu'on a beaucoup de microplastiques, en fait, parce que la concentration, il augmente quand la taille se baisse. Par exemple, si on pense à une bouteille, on a cette bouteille et on la divise par deux. Après, chaque morceau, on le divise par deux. Chaque morceau, on le divise par deux. En fait, on se retrouve qu'on a une exponentielle. Les plastiques, ils vont augmenter de façon exponentielle. C'est ça, en fait, la raison pour laquelle peut-être on a juste un bouteille, mais après, si on va casser cette bouteille dans petits morceaux, des micros ou des nanos, on va former une quantité énorme de plastique. Et ça, c'est en fait à peu près, ils ont mesuré beaucoup de gens les plastiques un peu partout dans le monde. Ils ont surtout des microplastiques, ils ont essayé de les mesurer dans l'océan, après aussi dans les animaux par exemple. En fait, ils l'ont trouvé à peu près partout, à la surface ou dans les sédiments, mais aussi dans des animaux, des poissons par exemple, mais aussi les oiseaux. Ils ont vraiment retrouvé cette plastique un peu partout. Le problème, ce n'est pas un problème local, c'est un problème qui est global. Parce qu'en fait, on a bien vu comme aussi c'est la pollution, ça vient juste à une rivière, après il arrive partout, dans des endroits aussi très loin de l'océan et après aussi dans l'atmosphère. Ouais. Du coup, moi, je vais vous raconter quel est le cycle de vie des plastiques, combien met le plastique pour se dégrader. J'imagine que plus ou moins tout le monde a vu cette image ou quelque chose de similaire, où on dit que le sac en plastique met 20 ans à se dégrader complètement dans l'environnement, alors que la faille, elle met 200 ans, alors que, par exemple, le gobelet en plastique, il met 450 ans. Alors pour moi, je suis chercheuse, je ne sais pas où je serai l'année prochaine. Et du coup, c'est très difficile de se projeter dans le futur. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est dans 450 ans. Et du coup, je vais vous faire un petit exercice mental. Et on va travailler en arrière. OK? Ça, c'est la ligne temporelle. On part du paléolithique, néolithique. Et après, l'histoire est divisée en fonction des grands événements. On a la chute de l'Empire romain d'Occident, la découverte de l'Amérique, la Révolution française et le café scientifique d'aujourd'hui. Du coup, c'est comme si aujourd'hui s'est dégradé complètement la capsule de café pris par Christophe Colomb, ou encore la paille utilisée par Robespierre, ou encore le fil de pêche utilisé par un des derniers romans de l'Empire occidental, ou encore la barquette de kebab de l'homme néolithique. Ça, c'est pour vous donner une idée de la vie des déchets plastiques. Et par contre, on a vu que les déchets plastiques ne sont pas laissés inaltérés par l'environnement. Un déchet plastique se dégrade. Monica a laissé des gants, des gants plastiques sur sa terrasse à Turin. Elle ne les a pas laissés il y a 10 ans.
mais les a laissés C'était Il y a des 3 mois. photos, voilà. il y a 3 mois. Et on peut voir qu'il perd les doigts. Je ne vous conseille pas, mais si vous voulez, vous pouvez le faire passer. Alors, ça ne s'est pas dégradé complètement, mais l'environnement a changé ce plastique. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le stress environnemental, qui est fait de chaleur, de froid, d'oxydants, de plein de choses, il va agir sur notre chaîne de polymères, sur nos spaghettis comme un couteau. Ok? Il va casser les chaînes de spaghettis. On a énormément d'études sur l'impact de l'environnement sur le plastique, surtout pour ce qui concerne toute la partie automobile. Il y a énormément d'études, par exemple, sur l'impact de l'environnement sur les pare-chocs ou sur l'intérieur de la voiture, qui devient un peu opaque. Vous êtes d'accord? Par contre, si on regarde l'envers, si on regarde l'effet du plastique sur l'environnement, il n'y a absolument rien. On n'a aucune information à ce jour, en 2019, sur les molécules qui sont relarguées par le plastique pendant leur dégradation. Et ici, notre collègue qui a détruit, c'est super. Je ne pouvais pas désirer mieux. Merci, c'est gentil. Alors, en fait, quand un plastique se dégrade, il se casse en beaucoup de particules. Alors, il est parti de ça. Ça a une surface qu'on pourrait même calculer, on est d'accord. Si je casse en particules, vous êtes d'accord que la surface va augmenter. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose d'extrêmement important parce que un polymère réagit sur la surface. Du coup, plus de surface on a, plus de réactions. Exactement. Et il faut savoir, du coup, merci pour avoir détruit. Il faut savoir qu'un sac comme ça, si je le détruis en toute petite particule de 40 nanomètres, la surface de ces particules peut recouvrir 3,7 terrains de rugby. Ça veut dire 2600 mètres carrés. C'est l'ASM. Voilà. C'est clermontoise. Cette augmentation énorme de la surface a bien sûr un effet avec l'interaction avec l'environnement et un effet sur la toxicité, sur l'absorption des polluants et sur la réactivité, comme on a dit. Et Monica va vous expliquer quel est l'effet sur la toxicité. Ouais. En fait, une chose très importante qu'il faut tenir en tête, c'est que les plastiques ils vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire. En fait, on peut trouver, ils ont été retrouvés des plastiques dans des micro-organismes, les phytoplanctons par exemple. Et celui-là, après, il y a un petit poisson qui le mange et il accumule à l'intérieur des plastiques. Après, il y a des poissons encore plus grands qui le mangent et il accumule encore plus de plastique à l'intérieur. Et après, il y a des oiseaux qui le mangent et comme ça, en fait. Ça va accumuler dans la chaîne alimentaire. On était retrouvés, on a regardé aussi avant, un peu partout, beaucoup de poissons, des moules, vraiment, ils sont presque partout. Et ils s'accumulent beaucoup dans les moules, du coup, vous y pensez la prochaine fois que vous mangez moule frites. Mais bon, ils sont bons. Et en fait, on a ça si on pense à l'ingestion, quand on mange les plastiques. Mais il faut aussi tenir en tête qu'on a des plastiques dans l'atmosphère aussi, et comme ça, on peut aussi faire inhaler les plastiques. Et en fait, le fait qu'on a des très très petites, les micros, mais vraiment surtout les nanos, ils peuvent être très dangereux parce qu'en fait, ils peuvent passer la barrière du sang. Parce qu'en fait, ils arrivent, ils sont comme très petites, après, sont comme des virus aussi, plus petites que les virus. Ils peuvent arriver un peu partout. Et ça, en fait, c'est quelque chose que ça peut être très dangereux. Mais il faut aussi bien dire qu'on ne sait pas si c'est toxique ou pas. On n'a pas vraiment encore une idée que c'est précis. Des fois, ça sort un papier qui dit que c'est toxique,
les jours après, ça sort un autre qui dit que ce n'est pas toxique. En fait, on n'a pas encore suffisamment de données et une méthode très, très bien définie qui nous dit si c'est toxique ou pas. On ne le sait pas encore. Mais c'est sûr que quand même, on va ingérer ou inhaler quelque chose qui en théorie ne va pas être là. Après, s'il n'y a pas d'effet, on ne sait pas, on l'espère en fait. Mais en fait, il faudra beaucoup d'années vraiment pour comprendre, je pense, la partie de toxicité. Et il y a en fait une autre chose qui est aussi très importante. C'est le fait qu'on a plus de surface, on a aussi en fait qu'il y a beaucoup d'accumulation des composés qui peuvent être toxiques sous la surface des plastiques. En fait, le plastique, il aime beaucoup des polluants organiques qui peuvent être aussi très toxiques, ou des métaux par exemple. Et ça, en fait, ça fait des véhicules. En fait. Une fois qu'on inhale, on mange des plastiques qui ont été en contact avec des métaux ou des autres polluants organiques, en fait, après, c'est là ils vont rentrer dans notre corps ou dans l'équation. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ben, on ne sait pas vraiment aussi là quoi ça se passe. Parce qu'on ne sait pas, en fait, c'est une fois dans le corps, les métaux ou par exemple les polluants organiques qui sont relargués dans notre corps ou pas. Aussi ça, on n'est pas vraiment sûr sur l'effet. Mais c'est sûr qu'en fait, il y a beaucoup de polluants et de métaux qui vont s'accumuler à la surface. Mais pour ce qui concerne des propriétés du plastique, quand il est sous forme de gros sacs en plastique ou quand il est dégradé, les propriétés sont les mêmes. Mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour voir. Non, ce ne sont pas du tout les mêmes. On voit bien que ça change. C'est pas un gant utilisable et avec les mêmes propriétés d'élasticité après dégradation. Et les microparticules seront attaquées par les métals et par tout ça plus facilement sous forme de micro. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le côté surface, que ça joue beaucoup, on l'a vu avant. Et après, on a aussi le fait qu'une fois qu'on casse les gros morceaux de plastique d'un petit, en fait, on change aussi un peu la structure. Et si on change un peu la structure, ça peut aussi changer l'interaction avec les métaux ou les polluants organiques. Normalement, sur la rupture, c'est plus poreux. On le voit aussi dans le gant ici. Ça veut dire que ça peut rentrer plus de choses. Est-ce qu'on fait la même chose quand on recycle le plastique? On le casse pour refaire des choses. Donc, on libère, dans un certain sens, nanoplastique en même temps. Et, bon, on pense de faire bien, mais est-ce qu'on fait ça vraiment? Je ne sais pas en fait, parce qu'en fait, quand il y a le recyclage, en fait, en général, on contrôle tous les déchets, la partie air, la partie eau, et ils font des contrôles pour vérifier si on trouve des choses là, des composés qui peuvent être toxiques et comme ça. En fait, sur les microplastiques, je ne suis pas sûre si l'on fait des études, mais pour les nanoplastiques, c'est sûr qu'on n'a pas fait des études parce qu'on n'a pas vraiment les moyens pour les détecter. Et comme ça, si pendant le recyclage, on produit des nanoplastiques, on n'a pas idée du tout. Et c'est la même chose, avec la même logique pour le fait de les brûler. Parce que là, il y a des filtres, mais on ne sait pas si on arrive à attraper les... Oui, c'est ça. En fait, c'est juste récemment qu'ils ont commencé à chercher les microplastiques dans le wastewater treatment. Dans les traitements des eaux. Et ils ont commencé en fait à chercher là, ils l'ont trouvé et ils ont trouvé en fait que souvent c'est pas suffisamment de traitements qu'ils font parce que quand même ils vont relarguer dans l'environnement. Et là, c'est sûr qu'ils vont à peu près dans les prochaines années faire quelque chose pour les bloquer, pour éviter qu'ils arrivent dans l'environnement. Mais c'est quelque chose de très récent. Il n'y a pas de micro-organismes qui bouffent le plastique ou les nanoparticules? Pas là vraiment. En fait, ils peuvent quand même avoir des interactions avec les bactéries, mais en général, ils ne vont pas vraiment réagir. Il y a toute une partie des polymères qui sont biodégradables. Et ces polymères, en fait,
C'est là qu'ils peuvent être mangés dans les bactéries, par exemple. Mais aussi là, il faut bien faire attention parce que c'est vrai qu'ils cassent la chaîne, mais après, en fait, les perles, les monomères, ils restent dans l'environnement. Et en fait, quand même, on va mettre dans l'environnement beaucoup de molécules, des monomères, et on ne sait pas l'effet, comment ils peuvent interagir avec les choses autour. Et c'est sûr que quand même, on va avoir un procès qui est beaucoup plus rapide, mais quand même, on n'est pas vraiment sûr que c'est la chose meilleure à faire. Par exemple, pour le polystyrène, c'est le matériel avec lequel sont faits ces chips-là. Le polystyrène, il est fait de styrène. Mais le monomère, c'est celui-là, et il a un effet sur le système nerveux central. Ça ne veut pas dire que si on dégrade le plastique, on produit quelque chose qui est moins polluant. Parfois, c'est même plus polluant. Mais alors, pardon, mais ça veut bien dire que quand vous nous parliez, on intervient beaucoup, mais quand vous nous parliez au départ avec la ligne du temps et de dire que la paille de Robespierre ou le kebab de je ne sais plus qui se dégrade aujourd'hui, en fait, il n'est pas dégradé. En fait. Si, là, c'est considéré dégradation complète. D'accord. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on retrouve quasiment des atomes qui peuvent être. Enfin, voilà, comment est-ce que ça veut dire que ça, quand on parle de dégradation, là, ça revient comme des bons atomes ou des bonnes molécules dans l'environnement. Alors, en fait, le plastique, de ce type de plastique, il va se casser en petits morceaux. Il va arriver à microplastique, après un nanoplastique. Après, par des conditions environnementales qu'on va voir dans la slide, exactement après, et que je vais vous raconter un peu plus dans les détails, les chaînes vont se casser et ils vont libérer, ils vont s'oxyder, on peut dire, et l'oxydation va porter à la production de CO2. Mais c'est un procédé tellement long que ça prend 450 ans. Et puis en plus, on produit du CO2. Oui, bah oui. Sur le fond, c'est quelque chose qui est réutilisable. Oui, exactement. Quand on parle de la dégradation, en fait, c'est un peu faux, en fait, ce qu'on dit. C'est-à-dire que sur le fond, il n'y a pas vraiment de dégradation, toute façon, on pollue quand même. Rien se crée, rien se détruit. Hein. Si j'ai quelque chose, je ne peux pas le faire disparaître comme ça. Il va se produire quelque chose d'autre. Du coup, tu veux passer? Tu as fini? Ouais, je pense que pour celle-là. Du coup, on était à la réactivité. On a commencé à parler. En fait, on a disait que le plastique se dégrade et c'est surtout la surface qui va réagir. Et du coup, on pense, on n'a pas vraiment encore d'études, que plus les plastiques sont petites, plus elles vont interagir avec les oxydants, avec une réactivité qui est majeure pour les nanoplastiques. Après, il y a les microplastiques, après, il y a les mésos, après, il y a les macros. Okay. Du coup, on imagine notre polymère, notre tout petit morceau de plastique, qui est comme ça, notre collier. On va le mettre dans l'eau, avec de l'humidité. On va le mettre avec de la lumière solaire, des radicaux libres. Vous avez tous entendu parler du radicaux libre, surtout pour les... Bien sûr. Non, on n'a pas entendu. C'est quoi le radicaux libre? En fait, c'est tous les oxydants qu'il y a dans l'environnement et qui vont attaquer, par exemple, la peau en la rendant plus vieille, ou dans l'environnement, ou dans l'huile, qui peuvent donner le goût que le goût acide à l'huile. C'est des radicaux qu'on appelle un stress oxydatif, dû à l'effet que l'atmosphère dans laquelle on vit attaque d'une façon, a tendance à ajouter des oxygènes dans les molécules. Voilà. Je ne sais pas si je me suis... Si c'est clair. J'ai regretté de poser la question. Du coup, on a la lumière, on a les radicaux libres, et on a du chaud et du froid. OK? Notre chaîne de polymère, elle va subir ces attaques. Par exemple, elle va absorber la lumière du soleil, et la lumière du soleil, parfois, surtout les rayons UV, sont tellement énergétiques qu'ils vont casser le collier de perles.
les radicaux libres, pareil, ils vont ajouter des atomes d'oxygène et ils vont casser. Et le chaud et le froid font si que le plastique il ne reste pas inaltéré. On pense tous à un gobelet comme ça, laissé au soleil, il s'est ramolli un peu. On a tous eu ce sentiment-là. Du coup, le polymère il va se dégrader, il va relâcher des choses dans l'eau et il va relâcher des choses dans l'air. Quoi? On ne sait pas. C'est mon travail. Mon travail, c'est mon travail. Mon travail en ce moment, c'est de prendre des toutes petites plastiques, des nanoplastiques, de les mettre dans un tube en quartz avec des oxydants. Comme oxydant, j'utilise de l'eau oxygénée, classique. Et je vais mettre une lumière qui est similaire à celle du soleil, c'est une lumière UV, mais qui est plus énergétique pour accélérer un peu le procédé. Du coup, cette lumière va interagir directement avec le plastique et avec l'action des oxydants, je vais voir après, je vais après analyser dans l'eau qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont relarguer. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un tout petit peu de phénol, très très peu. Phénol, c'est cancérigène. C'est quel plastique? C'est du polystyrène, mais on a fait polyéthylène, polypropylène, polyéthylène terephthalate, polyméthylméthacrylate et PVC. On va le faire. On va tester plusieurs types. Vous avez des phénols à partir de PVC? Ça, c'est pas à partir du PVC, c'est à partir du polystyrène. On a observé une toute petite augmentation de phénol qui n'est pas vraiment significative parce que du phénol, il y en a presque partout. Mais quand même, il a augmenté. Mais quand même, il augmente avec le plastique. Et après, on a observé toute une série de petits acides. C'est des petits acides qu'on a dans la vie de tous les jours. Par exemple, l'acide acétique, qui est l'acide du vinaigre, ou l'acide formique, qui est l'acide de la piqûre de fourmis rouges, qui ne sont pas vraiment intéressants d'un point de vue chimique, ne sont pas vraiment toxiques. Mais le problème est qu'on va perturber l'équilibre naturel. Parce que sans le plastique, on n'aurait pas une émission dans l'environnement d'acide acétique. Sans le plastique, on n'aurait pas de l'acide formique. Et surtout, c'est du carbone qui va encore réagir dans l'environnement, qui va encore donner de la CO2. Et la CO2, on sait tous qu'est-ce que ça fait. Ça veut dire que notre plastique, même s'il n'est pas complètement dégradé, parce que mes particules ne vont pas disparaître pendant une semaine d'irradiation, même s'il n'est pas complètement dégradé, il va relarguer des molécules qui ont un impact sur l'environnement. Ça, c'était la manip, l'expériment un peu accéléré. On fait aussi un expériment un peu moins accéléré, où on a mis un tube de verre avec de l'eau et des plastiques sans oxydants sur le toit du bâtiment de physique du Kumpula Campus, ici à Helsinki. Et on va regarder prochainement, parce qu'on va attendre 1 an de dégradation, qu'est-ce qui va relarguer dans l'eau. Et je vous tiendrai au courant des résultats. Ouais, en fait, les deux choses qu'on doit voir dans notre travail, c'est comprendre la réactivité de ces micro-nanoplastiques, mais aussi, en fait, surtout pour les nanoplastiques, essayer de trouver une façon pour les analyser, pour comprendre combien il y a dans l'environnement. Il y a différentes techniques, en fait. Ça, c'est le travail de Monica, l'analyse des nanoplastiques. Surtout pour les microplastiques, en fait, il y a différentes façons pour les collecter. Ça, c'est, on pense à l'eau de la mer. En fait, on a des filets qui vont être attachés à des bateaux et après, ils vont être traînés dans les bateaux. Et comme ça, en fait, on récupère tous les plastiques qui sont dans l'eau de la mer. Et en fait, la taille des plastiques qu'on peut récupérer, ça dépend en fait du maillage de filets. Et c'est une chose qui est plutôt importante pour nous, c'est on ne peut pas utiliser cette technique pour analyser les nanoplastiques. Ça, c'est parce qu'en fait, les nanoplastiques sont plus petites que certains micro-organismes qu'on a dans la mer, comme le plancton. Et en fait, ça veut dire, si on a un maillet qui est très fin, il va se bloquer tout de suite. On ne peut pas vraiment utiliser cette méthode.
En fait, on peut plus utiliser des méthodes comme des pompes pour prélever l'eau de la mer. Ou sinon, en fait, on peut utiliser juste avec une bouteille, pas de plastique, un verre, et on collecte l'eau. En fait, ça, c'est une bonne technique parce qu'on peut bien prendre différentes tailles, mais c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est pas cher. C'est un autre point que c'est positif. Et en fait, une autre technique qu'on a, c'est spécifique pour échantillonner juste la surface de la mer. Et en fait, avec ça, on peut avoir des infos que des plastiques qui flottent sur la mer. Et en fait, quand on utilise des pompes, on n'a pas du tout d'infos sur les plastiques qui flottent. En fait, souvent, il faut utiliser plusieurs techniques pour avoir vraiment une vision générale de combien on a. Mais en fait, une fois qu'on a collecté l'eau de la mer, il faut avant filtrer. Il faut faire une filtration. Et en fait, on peut utiliser des filtres qui sont différents. C'est juste pour séparer l'eau de la mer de la partie solide qu'on a. Parce que quand même, les micro-nanoplastiques sont des solides. Et une fois qu'on a filtré, on a des choses à peu près comme ça. On a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses solides dans la mer. Il n'y a pas que des plastiques. Et en fait, une fois qu'on a ça, il faut quand même traiter l'échantillon. Faire quelque chose d'une façon qu'on peut juste prendre les plastiques de là. Et on a différentes méthodes pour purifier, ça veut dire pour extraire les plastiques du filtre. En fait, on peut oxyder, utiliser des oxydants pour récupérer les plastiques. On peut utiliser des enzymes parce qu'on a dit que les enzymes, ils vont casser tous les polymères naturels, mais ils ne vont pas casser les plastiques. Ou sinon, on peut utiliser des acides et des bases. En fait, il est nécessaire d'avoir une étape de purification, mais de toute façon, ça, il faut bien faire attention parce que souvent, il va changer notre échantillon. Et ça, c'est quand même une partie que c'est difficile, surtout à planifier, décider quelle stratégie on veut utiliser. Et après, une fois qu'on a purifié, il faut les analyser. En fait, on peut analyser deux choses en général. On a différentes techniques, surtout pour les microplastiques. Et les choses qu'on peut voir, on peut analyser à peu près la taille et la forme des plastiques. Et ça, en fait, pour faire ça, on va utiliser surtout des techniques spectroscopiques. Et ça, il nous donne une idée de combien il est grand, ou s'il est un sphère, s'il est long, des choses comme ça. Mais si on veut vraiment aller à le détail pour comprendre c'est quelle est la composition chimique, comment il est changé les polymères, et cette fois-là, il faut utiliser des autres techniques qui sont quand même très complexes aussi pour les comprendre les données qu'ils nous donnent en fait pour interpréter les données. Et ça, on va utiliser de la spectrométrie des masses. C'est un peu comme dans les experts. C'est vrai, j'utilise souvent de la spectrométrie de masse. Et là, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. En fait, je suis allée avec beaucoup de bouteilles en verre, avec une voiture, pas la mienne, dans le port d'Helsinki. Et je me suis mis là à collecter l'eau de la mer du port d'Helsinki. Après beaucoup des heures que j'étais là, après les Chinois qui m'ont fait pris des photos, je suis retournée au labo à Kumpula et j'ai commencé ma procédure de filtration. J'ai filtré en fait différents filtres pour avoir différents types d'infos et j'ai obtenu quelque chose comme ça. C'est pas très noir, c'est pas trop mal. Et en fait, une fois qu'on a ce filtre, on a essayé d'extraire des plastiques et on l'a en fait resolubilisé dans un liquide. Après, on a pris cet échantillon et on est allé en Suisse. Là, ouais, c'est un très long processus juste pour trouver des plastiques. Et en fait, on est dû aller dans le PSI, c'est un institut en Suisse, où en fait, ils ont deux radiations de synchrotron.
Et on a pu faire des analyses très spécifiques. C'est là pour analyser qu'est-ce qu'on a dans ma solution. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Voilà, ici c'est une photo de plastique. Ça semble pas très joli pour vous peut-être, mais pour moi c'était super. En fait, l'instrument qu'on utilise, on voit il y a tous les pixels ici. Et en fait, les couleurs de pixels, ils nous donnent une info sur ce qu'est la composition chimique de cette partie de la particule qu'on est en train de regarder. Et en fait, voilà. Okay. Par exemple, toute la partie verte, à peu près, il a la même composition. Il est la même chose. Et on a un spectre comme ça. C'est ça l'info qu'après nous on interprète. Et le bleu, il est aussi un peu différent. Il a une autre composition. Mais la chose en fait qui nous intéresse plus, c'est la partie rouge. La partie rouge, vous voyez que c'est bien différent du reste. Et en fait, si on va regarder juste la partie rouge, là, et on la compare avec du polystyrène en plastique, c'est très similaire. En fait. Vous voyez que c'est presque la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais parce que en fait, ces plastiques, c'était pris dans la mer. Peut-être il était là plusieurs années. En fait, il a déjà ou le stress environnemental qu'Angelica elle a discuté avant, il était oxydé, il est quand même un petit peu changé. C'est pas exactement le même, mais on reconnaît bien en fait que ça peut être un plastique. Et ça nous amène à notre conclusion. Et je vous laisse Angelica. Oui, en fait, on a, je pense, parlé déjà beaucoup. On a parlé énormément. Ouais. Le petit gobelet, il s'est transformé en nanoplastique. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit gobelet au début de la présentation. Et on a pu voir qu'on a une utilisation, une production massive de plastique qui se traduit aussi dans beaucoup de rejets de plastique dans l'environnement. Et on est en train de comprendre, d'essayer de comprendre quel est l'impact environnemental. On a un impact macroscopique qu'on connaît plus ou moins tous, mais on a aussi un impact microscopique qu'on connaît beaucoup moins parce qu'on n'en parle pas du tout. C'est difficile d'avoir des conférences sur ce sujet. Par exemple, ici, c'est une petite bestiole de la mer, un petit micro-organisme du plancton qui a mangé du plastique. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement incompréhensible, mais qui nécessite d'être compris. On a vraiment besoin de comprendre et de résoudre ce problème du plastique dans l'environnement. On a parlé beaucoup de micro et de nanoplastiques qui sont caractérisés par une taille toute petite. Et qu'est-ce qui est difficile pour les microplastiques? C'est difficile de partager le message, c'est difficile l'analyse, on a vu qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de temps, beaucoup de chercheurs qui doivent être impliqués, et c'est difficile d'estimer l'impact. On a fait de bons progrès pour le microplastique, mais surtout dans les années récentes, dans les derniers 5 ans, si je dis beaucoup. Mais on a encore une connaissance qui est à augmenter. C'est pas du tout exhaustif pour le moment. Et on commence maintenant les études à l'université d'Helsinki et de Turin sur les nanoplastiques dans l'eau et dans l'air. Et vous avez vu, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de fonds, et on espère de vous avoir sensibilisé un peu à ce problème. Et merci pour votre attention. Si vous avez